Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Dans la catégorie, c'était mieux avant. Certaines choses qu'on doit laisser ça dans le passé. Ça m'est venu tantôt quand on passe notre journée de ça, puis ça donne que je suis un peu tout seul cette semaine chez nous, puis là, il y a une grosse nouvelle qui a été annoncée. Black Ops 2 et Black Ops 1 seront jouables maintenant sur les nouvelles consoles PlayStation, entre guillemets. Hein, je dis nouvelles parce que ça commence à dater un peu, hein, ces petites bêtes-là. Et là, je me dis, wow! Non, mais, dans le temps, là, c'était bragging rights d'avoir un bon ratio à Call of Duty. Fait que je me dis, je vais jouer à l'ordinateur. Je les ai sur mon compte Steam Black Ops 2. Je plug la manette. Écoute, c'est fou quand même qu'un show Journée de fête des pères, Mio commençait avec une intro sur Black Ops. Pas Bonne fête des pères, pas parler de la grosse nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. Il parle de grosses nouvelles, je pensais qu'il allait me parler de la vraie grosse nouvelle dans le monde du hockey qu'on a eu. Il me parle de la vraie grosse nouvelle, c'est que maintenant, on pourra jouer à Black Ops 1 et Black Ops 2 sur les nouvelles consoles PlayStation. Ça, c'est quand même cool. Faut que je donne, mais écoute, Mio, félicitations du haut de tes 25 ans. Tu viens de découvrir pour la première fois la nostalgie. Non. Bravo. D'ailleurs, tant qu'à le faire, on va le faire tout de suite avant que l'oublie. Shout-out à tous les pères qui nous écoutent. Yes! Joyeuse fête des pères. Joyeuse fête des pères à nos pères aussi, parce que moi, personnellement, je sais que le mien écoute tous les lundis matins sur sa run de lettres, fait que je lui souhaite bonne fête des pères au mien. Et à les vôtres aussi. Ça, c'est fait. Absolument. Yes. Au grand-père. Est-ce que père d'un chat, est-ce que ça compte? Oui. Quoi? Yes! Fait que Mio était certified cat dad, j'aime ça. Ah ouais, ça compte. Fantastique. OK, mesdames et messieurs, bienvenue à Triple Menace. Cette édition, on enregistre ça le 29 juin au soir. Sera sûrement disponible rendu là le 22. 21, pas 29 encore. 29, hein. 22, parce qu'il est 9h30 très exactement, hein, alors que le tape est lancé, qu'on commence à brûler sur un film, comme ça se faisait jadis, pour cette émission-là. Écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine s'est bien passée. C'est pas une semaine pas trop rocambolesque. C'est pas comme s'il y a eu il n'y a pas cette fois-ci eu des matchs de finale qui se sont donnés au basket, au hockey. Je dirais plus que là, on est officiellement dans l'entre-saison. Alors, repêchage, bien des trucs à jaser. Qu'est-ce que le Canadien va faire? On a même une bonne classe de la LHJMQ et de Québécois à surveiller. Parlant de Québécois, on parlera bien sûr d'un certain Québécois avec les Hurricanes de la Caroline. Peut-être pas lui auquel vous pensez, mais vous savez quoi? Ça fait toujours des bonnes histoires avec ça. On parle de frères à plus d'une reprise en plus. Et bien sûr, tout ce qui se passe dans la NBA parce que le bordel est aussi pogné là-bas. Mesdames et messieurs, on est toujours, comme à l'habitude, avec Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Comment allez-vous? Ça va bien. Content d'être là. Content d'être là, puis écoute, les boys, on travaille tous un peu dans les médias, on touche de près ou de loin aux médias pis tout ça, puis tu sais, à chaque nouvelle, à chaque sujet qui tombe, dernière minute, tu te dis, il y a des meilleurs moments pour faire ça. Habituellement, quand ça drop un vendredi à 3h30, 4h, tu te dis, c'est quelle espèce de terroriste qui fait ça? Fait que imagine pour ceux qui travaillent pas un dimanche soir à 6h30, 7h, puis qui voient entre-temps que à la fête des pères, t'as juste Brady Tkachuk qui crée son camp en Floride, mais ça pourra pas être nous, parce qu'on enregistre le dimanche soir. Le timing est juste trop parfait. Ça, et pourtant... L'année passée, il y avait l'échange de Raphaël Devers, jour de fête des pères, qui était tombé juste après qu'on ait fini d'enregistrer le show. Je m'en souviens encore très bien de ça. On a un peu cette mauvaise habitude quand même. Hein, fait que, écoute, pour l'instant, on est chanceux dans les énormes malchances qu'on avait. Comme d'ailleurs, j'avais enregistré ma revue de presse. Elle était envoyée jeudi matin, disponible sur la plateforme de votre choix. Et
on apprenait pour Darren Radish aussi qui s'en allait à Toronto. Comme... Ouais. C'est qui le Nostradamus ici qui avait dit qu'il y avait une équipe qui allait surpayer pour Darren Radish? Oh, je pense qu'on l'a déjà Ben, dit. écoute, si on prend cette phrase-là, moi je trouve que surpayé, c'est pas. T'as manqué peut-être le petit bout surpayé là-dessus. 8 points. C'est pas le salaire, c'est 8 ans, c'est pas le salaire le problème, c'est 8 ans. Oh, c'est tout, c'est l'ensemble de l'œuvre. Messieurs, on ramène au décor. Je seconde. Avant qu'on tombe dans toutes ces belles nouvelles-là, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller écouter notre épisode de la semaine dernière. Pendant la dernière demi-heure, 35 minutes, on reçoit Maxime Trouman, propriétaire, cofondateur et par plein d'autres chapeaux, anciennement rappeur aussi d'ailleurs, pour du site dans lescoulisses.com, là où Félix écrit régulièrement sur ce qui se passe de hockey, fait des analyses et tout ce qui en découle. Pour parler, pas cette fois-ci de hockey, mais pour parler du Stade olympique de Montréal, parler de son futur rapproché et comment son futur est intrinsèquement lié à celui du Stade Saputo puis du CF Montréal. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et on parle un petit peu de soccer et de hockey parce que c'est toujours la saveur du moment, surtout le soccer. Salutations au Cap-Vert, Pop. Oh, shout-out le Cap-Vert, pour vrai. Le Canada se fait sortir, moi je deviens un habitant du Cap-Vert demain matin, là. Ben oui. Avez-vous regardé le match du Canada cette semaine, d'ailleurs, contre le Qatar? Non, j'étais sur la... La réponse c'est non, puis je suis en train de me demander qu'est-ce que je faisais à ce moment-là. Je pense que je travaillais. Mais en même temps, le match numéro 1, je travaillais, puis je l'ai écouté pareil. Fait. Ouais. J'avais pas d'excuse. T'as manqué l'affaire là. D'ailleurs, il y a un gars sur TikTok, j'oublie son nom, puis je m'en excuse, là, il disait qu'il va courir le score de chacun des matchs du Canada. C'est quoi tu penses, je l'ai vu. Il allait courir 60 km, le pauvre. OK. Alors, peu importe. On ramène au décorum une seconde fois. Justement, ce dimanche soir, ben peinard, je suis en train de se faire à souper, hein? Puis on apprend de Pierre Lebrun en premier là, que Brady Tkachuk prenait le chemin des Panthers de la Floride. On s'attendait, on savait qu'un échange au grand minimum de Brady Tkachuk allait se dérouler pendant l'été, avec de bonnes chances que ce soit en Floride. Ce soir, ça l'a juste confirmé la chose. Est-ce que... puis même à ça, je veux dire, l'effet de surprise est quand même venu nous chercher pour... Un package quand même intéressant aussi pour les sénateurs qui comprennent notamment le 9e et le 25e choix du repêchage qui s'en vient. Parlons en premier des Panthers toutefois. Qu'est-ce que ça signifie pour les Panthers? Sérieusement, ça signifie qu'on a un top 6, on a des armes pour le top 6 qui ont aucun maudit bon sens. Là. Dans l'ordre ou dans le désordre, okay, là, je sais pas comment on va vouloir organiser ça, là, mais dans l'ordre ou dans le désordre, là, les Panthers vont pouvoir faire quelque chose qui va ressembler à, disons, Carter Verhaeghe avec Alexander Barkov, Sam Ryder sur le premier trio. Attends. Les frères Tkachuk avec Sam Bennett sur le deuxième trio. Bonne chance pour affronter ça. Et ça te laisse quand même, tu sais, juste Brad Marchand, Anton Lundell, il y en a un autre, j'allais dire Maki Samoskevich, mais il est parti. Lustarinen, c'est ça, j'avais Samoskevich en tête, lui a été chargé au Kraken aujourd'hui, c'est Lustarinen qui reste. Ça te fait un top 9 qui est monstrueux, avec, évidemment, en défensive, on a encore les Forsling, les Ekblad, les Seth Jones. Écoute, les Panthers, après une saison où est-ce qu'on a manqué les séries, on est équipé pour veiller tard cette année. Ça confirme qu'on a probablement le meilleur groupe d'attaquants de toute la LNH, puis ça sera pas une équipe le fun à affronter. Vraiment, ça va être quelque chose à affronter, cette équipe. Moi, écoute, on parlait d'effet de surprise tantôt, puis tu sais, on faisait des jokes au mois d'avril quand les sénateurs se sont fait sweat par les Hurricanes au premier tour. On se disait, bon, c'est terminé pour Brady Tkachuk, puis tout ça, on disait... Tu sais, on faisait des jokes là-dessus, mais l'effet de surprise est encore assez, je te dirais... tu sais, pour moi, je suis encore un peu renversé que les Sens ont actually fait pour de vrai. Ouais. Pour moi, c'est surtout ça... C'est un drôle de climat hein, pour les joueurs, les capitaines américains. Je pense que ça a été un peu le sujet de conversation d'une certaine exode des joueurs américains. Je veux dire, on peut s'amuser vraiment à y aller. Est-ce que c'est je veux dire, l'état des forces maintenant dans l'Est qui s'en viennent? On vous a demandé, d'ailleurs sur nos réseaux sociaux,
avec le perron d'église. Là. D'ailleurs, en plus, on est en rodage de programme. Alors, je sais même pas, a-t-on le générique du perron d'église? Oh, Nous ok. l'avons. OK, on l'a, parfait. Eh ben, on vous a demandé qu'est-ce que les sénateurs feront maintenant avec les choix obtenus pour Brady Tkachuk, parce que c'est aussi un sujet de conversation dans lequel on va rentrer tout ça. Puis bon, on parle bien sûr d'acquisition de joueurs, tout ça, là. Fait que je devance un peu, hein, mais c'est juste pour vous dire, on vous oublie pas, les gens qui veulent discuter de cela. Mais on comprend, OK? Les Panthers deviendront dangereux. Je pense que c'est un euphémisme de dire qu'ils seront compétitifs l'année prochaine dans l'Atlantique. J'ai une question, par contre, dans tout cela. Puis ça n'a même pas rapport au groupe d'attaquants, ça n'a même pas rapport avec les défenseurs, mais est-ce qu'on peut les considérer aussi dangereux l'année prochaine si Sergei Bobrovsky est encore le gardien de but? Ben, le problème, c'est que Bobrovsky n'est pas sous contrat en ce moment. Bobrovsky, même, j'ai envie de dire, on s'attend à ce qu'il quitte. En ce moment, surtout avec l'arrivée de Brady Tkachuk, c'est un autre gros salaire qu'on prend chez les Panthers. On sait pas trop comment on va gérer ça. Mais écoute, la grande question maintenant qu'on va se poser, c'est qui va être le gardien numéro 1 des Panthers. Je suis vraiment surpris. Est-ce que quelqu'un serait surpris d'apprendre que Connor Hellebuyck a demandé une transaction puis qu'il s'en va avec les Panthers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait surpris d'apprendre ça après ce qu'on a vu avec Brady Tkachuk, après tout ce qu'on a en avant de lui? C'est un peu... Tu parlais des joueurs canadiens qui ont un exode. Là, ça a été Quinn Hughes, c'est Brady Tkachuk. Connor Hellebuyck qui a des sérieux doutes sur son avenir. Austin Matthews, il y a les deux... Dylan Larkin est aux États-Unis, mais c'est un autre membre de cette équipe américaine-là qui veut quitter. Austin Matthews, il y a des doutes sur son avenir aussi. Vincent Trocheck, lui aussi encore un gars aux États-Unis, mais lui aussi voudrait possiblement quitter les Rangers. Fait que tu sais, commence à avoir un pattern chez les joueurs qui étaient membres de cette équipe-là. Moi, de plus en plus, je sais pas trop comment on va réussir à faire fitter ça, mais je me dis, man, j'ai de plus en plus l'impression, je serais de moins en moins surpris que Connor Hellebuyck soit le gardien partant des Panthers l'an prochain. Puis si on a Connor Hellebuyck comme gardien partant, on va être en business. On va être en business du côté de la Floride. Là, ça va être quelque chose. Ça aussi, je pense que c'est euphémisme à dire qu'ils sont en business. Oui, effectivement. Mais écoute, moi, j'ai envie de croire encore que Sergei Bobrovsky va revenir avec les Panthers avec un petit contrat de quoi, 4-5 millions-ish pour 2-3 ans, mettons. Là, non, le problème, c'est qu'il veut signer un contrat de 7 ans environ. Il est à 37 ans, je crois qu'il veut signer pour 7 ans encore. Est-ce que les Panthers seront willing d'y aller avec un contrat de la sorte aussi? C'est malade, j'aime tout de ça. Moi, la vraie question que moi je me demande pour les Panthers, maintenant qu'on a Brady Tkachuk, c'est Brady Tkachuk va toucher combien de millions dans quelques jours? Je m'explique parce qu'on sait qu'il reste un an de contrat avant qu'il devienne joueur autonome, donc il va être admissible à une prolongation de contrat dans quelques jours. Pour moi, je pense que c'est déjà dans les plans que 1er 2 juillet, on va avoir une annonce comme quoi qu'il va signer pour 7 ou 8 ans. Ouais! Quel argent qu'il va faire? Ben, Matthew fait 9,5? Ça serait... Peu importe ce que Matthew a, Brady va l'avoir. Copicole. Je pense que ça va être exactement. Peut-être 9 parce que Matthew est là depuis longtemps. Matthew est là depuis plus longtemps, mais le cap explose. Moi, je pense que ça va être exactement le même contrat. 8 fois 9.5. Il me semble que c'est ça que Tkachuk avait signé à l'époque. Quelque chose de même. Exactement. C'est sa dernière année puis tout ça. Puis, écoute, on aurait dû le voir venir aussi. Tu sais, quand il y a eu l'échange de Samoskevich du côté de Seattle, on s'était dit les Panthers de la Floride qui reçoivent un choix de première ronde. Je me demande bien à quoi qu'ils pourraient penser. J'étais sûr que c'était pour Larkin. Moi, j'étais convaincu que Dylan Larkin devenait un membre des Panthers. Ben, j'étais convaincu. Ton intuition, en surface, était quand même bonne. On va te le donner là-dessus. Mais d'ailleurs, ce qui a servi au complet l'échange, OK? Donc, chez les Panthers, tout ce qui arrive, c'est Brady Tkachuk, bien sûr. Et Ottawa, comme on a mentionné, c'est le 9e, le 25e choix du repêchage qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Un choix de 2e ronde en 2027 et un choix de 1re ronde en 2029. Mais celui-ci est conditionnel. On a demandé, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, là, que faire avec ces choix-là. Mathieu Vachon,
un habitué de l'émission aussi, journaliste pour le Nouvelliste, qui dit « Pas le choix d'essayer d'acquérir des joueurs d'impact prêts à venir dans la capitale fédérale. Pardon, que d'aller dans la capitale fédérale, ce sera pas évident non plus, mais je pense que, si on arrive à l'évidence, les Sénateurs sont pas nécessairement dans un contexte de reconstruction, mais avec 2 choix, tu viens d'acquérir une sacrée monnaie d'échange. Puis surtout que, tu sais, juste dans les heures qui ont suivi l'annonce de la transaction, tu as David Pagnotta qui a sorti la possibilité comme quoi que les Sénateurs seraient sur le dossier de Jason Robertson du côté de Dallas. Que ce soit par un échange ou peut-être même une offre hostile. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va faire là-dessus. Mais si c'est Steve Staios. C'est Steve Staios. Bon. C'est impressionnant quand tu y penses un peu là-dessus. C'est réussi à pour le soft pour vrai puis d'aller chercher Jason Robertson pour remplacer Brady Tkachuk. Hey. Pour moi, c'est un upgrade, là. Tu sais, oui, tu perds ton capitaine, mais c'est un upgrade sur la patinoire, là. Ouais. J'imagine. Il y a plus de buts. Il y a plus de buts qui seront marqués. Il y a plus de buts, tu perds un élément physique. Puis tu sais, une affaire aussi qui a circulé, Renaud Lavoie qui a sorti ça, un problème avec les sénateurs. Les joueurs des sénateurs auraient poussé vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment cassé entre les sénateurs et Tkachuk dans les derniers mois. On sait qu'il s'était pas présenté aux entrevues de fin de saison parce qu'il y avait son deuxième enfant était né, mais ça a fait couler beaucoup d'encre, tout ça. Puis là, il y avait comme un peu des doutes sur son avenir comme à chaque été, mais là, on sentait que c'était comme un petit peu plus que les dernières années. S'approchait de l'autonomie, il était un an de l'autonomie complète. Tu sais, c'est particulier. Je suis curieux de voir comment on va gérer ça chez les sénateurs. Moi, il y a une chose qui me fascine chez les sénateurs, par exemple. T'échanges Brady Tkachuk et tu ne reçois aucun joueur. C'est que des choses. Je veux bien qu'il y avait du levier, tu sais. Je veux bien tout ça, puis c'est pas vilain le 9e choix, puis c'est le 25e, je crois qu'on a eu de la part du Coréen. Tu sais, c'est pas mauvais, c'est pas un vilain retour, mais c'est quand même fou d'échanger Brady Tkachuk, qui était pas celui-là ton meilleur joueur, et de n'avoir aucun joueur, aucun espoir, rien en retour. C'est quand même un peu. Mais Anton Lundell faisait partie des discussions à un certain point là, de ce qu'on a compris, right? Je peux pas croire qu'on. Tu vois, je peux pas croire qu'on n'a pas été chercher un joueur. Faut qu'on soit vraiment confiant. Puis tu vois, c'est ce qui me fait adhérer à la théorie dont on pense utiliser ces choix-là pour aller chez quelqu'un d'autre parce que. Je pense pas que tu peux possiblement justifier pour une équipe comme les Sénateurs qui cognent à la porte depuis quelques années de se dire bon, on a perdu Brady Tkachuk, mais la bonne nouvelle c'est qu'on va avoir plein de jeunes de 18 ans, puis il y en a un le choix est en 2029, fait que le kid doit avoir 15 ans, il doit avoir 15 ans aujourd'hui là. Je pense pas que tu peux justifier d'échanger Brady Tkachuk pour un kid qui a 15 ans aujourd'hui. Je vois mal comment tu peux justifier ça pour une équipe qui cogne à la porte depuis quelques années puis qui essaie enfin d'aller chercher la prochaine étape. Ou à moins que moi, ce que je pensais faire, c'est que tu prennes le 9 et le 25, t'appelles les Rangers ou t'appelles les Flames, puis t'essayes de monter top 6 ou top 5. Non, ça arrive jamais. À chaque année, on dit ça arrive jamais. Oui, je sais, mais c'est ce que je souhaite. Je dis pas ce qui va arriver. Ouais. Mais c'est ce que je souhaite pour du côté des Sens. Puis, écoute, moi, ça me fait juste rire, là, parce que, tu sais, Félix, on parlait, de rumeurs, d'échanges, et tout ça, mais Félix, de toute façon, il fallait pas s'inquiéter. Brady Tkachuk, il l'avait dit à la fin de la saison. Moi, je suis commit, je veux gagner une Coupe Stanley. Les rumeurs d'échange, c'est de la foutaise. Ah, man, écoute, c'est un millième exemple, ok? Tu sais, puis ça, j'en entends parler beaucoup des fois, là, de mais voyons, je prends l'exemple de Michael Age, qui a fait beaucoup de jeux la semaine. Mais voyons, Michael Age a dit qu'il était encore commis au Canadien. Michael Age a dit qu'il veut rester, puis tout. Puis arrêtez de penser que tout ce qui est dit dans les médias, c'est du cash. Il y a une game qui joue, ok? Juste, il y a une game. Juste arrêtez de penser que si quelqu'un dit quelque chose. C'est qui les médias ici, là? C'est ce qui se dit en entrevue, ce qui se dit dans les points de presse, ce qui se dit dans tout ça. Là. Ce qui se dit, là, prenez-en puis laissez-en. Apprenez à douter de ce qui se dit. Puis, non, mais tu sais, c'est pas la faute des médias, on fait juste... Non, qu'on soit bien clair. Là, vous en faites ce que vous voulez avec ça. Mais Brady Tkachuk voulait commit. Il voulait rester à Ottawa. Mais... Oui. Oui. Non, bien finalement, non. Bien évidemment que. Puis, ouais, à l'inverse, peut-être qu'à l'interne, là, je pense que peut-être les gens étaient fâchés un peu.
D'ailleurs, si vous êtes les sénateurs, on dit, bon, joueurs à la table, on termine avec ça. Qui est-ce que vous voulez aller chercher demain matin si vous êtes un partisan des sénateurs? Robertson, j'imagine. J'ai de la misère à avoir un gars qui va remplacer Tkachuk. Tu sais, un joueur qui va remplacer Tkachuk et qui. Tu sais, Dylan Larkin ne voudra pas aller à Ottawa. C'est ça l'affaire, c'est que les gars ne voudront pas aller à Ottawa. Jason Robertson est peut-être leur seule chance. Puis en même temps, tu parles de l'équipe qui a tellement manqué son coup avec The Brinket par le passé. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je reviens encore à mon point là, de je ne peux pas croire qu'on n'a pas été chercher un joueur avec ça. Je ne peux pas croire. Parfait. Tu dis Robertson, Pop, tu dis. Initialement, j'ai le premier nom qui m'est venu en tête rapidement, là, Matthew Barzal. Oh. Ouais. Ouais. Mais ça dépend, c'est quoi les plans de Mathieu Darche avec ça. Mais écoute, l'année passée, Mathieu Darche nous a fait un grand coup. Peut-être que... On sait pas. Puis tu sais, en même temps, du côté des Islanders, on est comme... pas dans une reconstruction qu'on n'assume pas, là, mais tu sais, on est en train de se rendre compte que tu sais, les Anders Lee, les Brock Nelson l'année passée, les Matthew Barzal, qui est pas super vieux, mais qui est quand même pas le premier venu du côté des Islanders, on est en train de se dire, ça marche pas un peu, tu sais, on va vouloir recommencer avec les Schaefer, les Chesson, les Victor Eklund et tout ça, fait que... Débarrasse-toi de l'ancienne administration, puis garde, repars pour de vrai à zéro avec ton propre monde, ton propre staff que tu vas recruter, et ainsi de suite. Ouais, mais tu sais, tu parles aussi de l'équipe qui vient de payer le gros prix pour Braden Shen. Tu sais, puis je reviens encore, tu sais, quand on parlait de Mathieu Darche puis tout, mais je la vois tellement pas la vision pour les Islanders en ce moment. J'ai aucune idée si cette équipe-là veut acheter ou vendre. Je ne comprends pas ce qu'on fait chez les Islanders. Écoute, ça c'est pas notre problème, pas juste proposer Mathieu Barzal. Non, mais puis c'est pas un mauvais nom, mais c'est juste que encore une fois, logiquement, je serais d'accord avec toi, puis je trouve que ce serait logique pour les deux côtés. Je sais juste pas si les Highlanders pensent comme ça en ce moment. Félix Forget, c'est la business des Highlanders. Ah, absolument. C'est la business des Highlanders. Mais nous autres, par contre, on peut s'amuser à patiner sur la business des Canadiens, par contre, ce qui va arriver au repêchage. Oui. Je veux dire, il y a quelques semaines, 2 semaines de ça, c'était le Combine à Buffalo. D'habitude, c'est toujours un événement. Tu sais, dans les dernières années, même Félix t'avait mentionné comme quoi, tu sais, d'habitude, en mai, on commence à regarder qui sont les espoirs pour le CH, où est-ce que le CH va tomber. Tu sais, t'avais même oublié la soirée. En fait, je pense que les trois, on avait oublié la soirée de la loterie. La loterie, je me suis souvenu le matin même. C'est le matin même. Ouais, à quel point, dans un contexte différent, vous savez quoi? Même la direction du Canadien est dans un état différent. Je veux dire, d'habitude, Kent Hughes et Jeff Gorton étaient au Combine. Ils n'y étaient pas cette année. Alors, je pense que c'est du virtue signaling. Fait que dans le fond, on envoie un message très clair. Ouais. On n'est pas vraiment là pour recruter. Ce qui veut dire, puis en plus de ça, je veux dire, c'est quoi? C'est le 28e choix que le Canadien aura. Donc, c'est pas tant un choix qui fait vendre du rêve. Oui, encore, le repêchage étant ce qu'il est une science inexacte, puis on sait jamais qui peut sortir quand, mais bottom line, c'est que le Canadien ne démontre pas qu'il est là pour aller chercher un jeune de 18 ans, comme Félix mentionnait un peu plus tôt avec les Sénateurs. Alors, je vous pose la question, messieurs. Qu'est-ce que le Canadien peut faire avec ce repêchage qui s'en vient? Écoute, je pense qu'on va tous s'entendre sur le fait que personne ne s'attend à voir le Canadien prendre un joueur au 28e rang. Je pense qu'il y a c'est très, très, très improbable. Le scénario, selon moi, le plus probable, c'est que ce soit là se fasse échanger pour un joueur. Peut-être, de plus en plus, je commence à adhérer à l'idée de peut-être un petit trade-up, de s'avancer un tout petit peu au repêchage, un peu comme on l'avait fait pour prendre Michael Age il y a quelques années. Je commence tranquillement à adhérer à ça, mais j'ai encore des doutes. Là, je pense que tu me demandes le scénario le plus probable. Ce choix-là s'en va à une autre équipe pour un joueur. Et écoute, c'est Mathias Brunet qui avait soulevé ça il y a une dizaine de jours de ça maintenant. Lui, il aurait été extrêmement surpris que Age et Zarovski restent à Montréal. Il était assez confiant qu'un des deux allait quitter d'ici le repêchage. Et je vais aller un peu plus loin. Moi, je suis rendu au point où je serais surpris que Michael Age finisse la semaine en tant que membre du Canadien. Je suis rendu là.
Je sais pas contre qui. Écoute, il y a le fait aussi que le marché des centres commence tout à tomber un après l'autre. Nico Hischier, il serait plus disponible. On serait sur le bord de s'entendre avec lui. C'est dommage parce que mon Dieu, que ça aurait été le gars parfait. Robert Thomas, il n'y aurait pas grande transaction possible. Mason McTavish, on commence à avoir des doutes, ainsi de suite, blablabla. Fait que qui va être le joueur en question, je sais pas, mais en même temps, Kent Hughes est habitué à aller vers des noms que peut-être on n'attend pas nécessairement par le passé. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai pas de nom en tête, mais j'ai de plus en plus l'impression que Age va être jumelé avec le 28e. Et là, est-ce que tu ajoutes un autre choix de première ronde? Est-ce que en fonction de la qualité de ce que tu vas chercher en retour, là? Mais de plus en plus, j'ai l'impression que Age ne finit pas la semaine à Montréal. Intéressant. Est-ce qu'on se rend. Est-ce que pour vous encore la possibilité Matthew Nice existe encore? Non. Non, considérant que Brett Treliving n'est plus là. C'est encore drôle. Je suis sûr qu'il y a des DG qui appellent pareil à Toronto. Oui, mais tu sais, on a entendu toutes sortes d'histoires si t'es encore là, tu dois honorer ton échange. Et comme si c'est pas le parrain, là, ça a changé. Là, fait que John Chayka, moi, je pense que Toronto. Seulement la Ligue nationale était parrain, par exemple. Ouais. Moi, je pense que Toronto, en ce moment, ouais. Toronto parle beaucoup, mais je doute qu'on veut vraiment échanger Matthew Nice. En fait, tu sais quoi? Non, je rectifie. Je serais pas surpris que Matthew Nice soit échangé, mais de plus en plus, je surveille davantage ce qui se passe avec les Devils et les Preds, parce que ça a comme circulé que les Leafs veulent un haut choix repêchage si on échange Matthew Nice, et ont possiblement un gros défenseur aussi en même temps. Est-ce que les Devils vont enfin échanger Dougie Hamilton, puis je crois qu'on a le 12e choix chez les Devils. Est-ce que les Preds pourraient se dire, gars, Roman Josi, peut-être qu'il est tanné d'être ici, peut-être que Roman Josi s'en va avec le 10e choix à Toronto dans un, je sais pas trop comment on structure cet échange-là, mais je surveille davantage ça. Nice à Montréal, je crois pas. Comprenons cela. On peut. Ce qu'on s'attend à ce que le Canadien fasse maintenant dans la catégorie ne fasse pas, la transaction Matthew Nice en fait partie. Donc, Félix, t'es de l'opinion. Michael Age ne termine pas la semaine en tant que membre des Canadiens, peu importe contre qui, peu importe contre quoi. Pop, tu dis quoi finalement? Ben. J'aurais surtout dit ça si on était encore dans l'ère Marc Bergevin, là, parce que Marc Bergevin était quand même le king de prendre le premier choix de deuxième ronde puis en faire développer 3 choix de troisième ronde là quelque part. Là, c'était le roi pour faire ça. Fait que d'après moi, je pense qu'on va être vraiment dans. On va échanger le 28e choix comme genre deux choix dans 40-50, quelque chose de même, juste pour accumuler un peu les espoirs là-dessus. Mais en même temps, si Michael Age et ou Alexander Zarovski part, qui on va aller chercher? Ben, telle est la question. Puis là, ça revient à notre discussion de la semaine dernière de quels sont les devoirs de Kent Hughes. Et on a mentionné la fameuse position de deuxième centre et le fameux collègue qui va jouer à droite de Lane Hudson. Surtout que si, mettons, McTavish, Robert Thomas ou Nico Hischier sont pas là, ça va être qui? Ça va être qui ta possibilité de deuxième centre? C'est Michael Age ou trouve-moi quelqu'un d'autre, là? Shane Wright? Bon, là, je lâche chez moi avec Shane Wright, là. Non, mais écoute. Écoute, je donnerais pas Age pour. Mais écoute, mettons que le Kraken dit on ferait Wright pour le 28. Je le fais. Ben, oui. Je le fais. Attends, 1 pour 1, le 28 pour Shane Wright? Ouais, mais mettons, t'ajoutes un espoir quelconque avec. Peu importe. Est-ce que pour Zarovski, est-ce que ça le fait? Genre, Owen Beck, le 28 contre Shane Wright. Owen Beck, Owen Beck, je l'amène à l'aéroport moi-même, comme dirait Félix. Mais... non, mais OK, voici, OK. Si Zarovski est dans un échange, donc Zarovski le choix de première ronde pour Shane Wright. Ouais, ça semble gagnant-gagnant. Mio, si t'es le Kraken de Seattle, je prends mon téléphone et je te bloque immédiatement. Attends, tu veux rien savoir des Zarovski pour Wright? Toi? Nommez-moi ce que Shane Wright a déjà réussi à prouver dans la Ligue nationale. Ouais, non, mais c'est ça mon point. Mais si t'es le Kraken, si t'es le Kraken, je t'appelle, je te fais Zarovski pour Wright, tu le fais? Oh, ben je pense que le Kraken le fait, mais Montréal, Montréal voulait le faire. T'sais, moi, si je me mettais à la place de Montréal puis je vois Mio, je suis genre non. Fuck up. Ouais, mais est-ce que ils devront en arriver là? Signe des Midov à long terme avant d'échanger Zarovski.
Juste, prends pas de chance. T'assures de ne pas échanger. Ça fait comme dans NHL quand tu échanges un joueur, puis là, tu reçois une notification qui dit bon, tel joueur est plus ou moins content. Le moral a baissé. Parce que tu as échangé son bon chum. OK, ben on s'entend, ça va être un repêchage chaotique pour Canadiens de Montréal. Si vous voulez pas rater tout ce qui va se passer de bon, tout ce qu'on va dire de bon par rapport à ce repêchage-là, ben passez donc par notre compte TikTok. On a toujours du beau stock à vous partager à ce niveau-là. D'ailleurs, pour ce qui en est du repêchage... Hey, attends, je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a un nom qui vient de me popper, juste le lancer dans l'univers comme ça. Oh mon Dieu. Thomas Chertel. Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. Ben, encore une fois, est-ce que c'est le 28e straight 1 pour 1? Peut-être. Non, ça va prendre plus que 28 1 pour RTL, mais... Owen Beck. Est-ce que vous avez vu Thomas Chertel jouer dans la dernière finale de la Coupe Stanley? Absolument. Êtes-vous vraiment impressionné? Ce gars-là a un corps d'à peu près d'un gars de 35 ans en ce moment-là. Ben, mais écoute, en tout respect, veux-tu une autre année de Kapanen, deuxième centre, Pop? Il a marqué 22 goals, puis on a réussi à se rendre en troisième ronde. Ok, non, c'est beau, mieux de là, tu peux changer de sujet avant que je dise quelque chose que je vais arrêter. Ne nous laissez pas runner une équipe de hockey. Bro veut chialer sur un rookie à 22 goals, mais veut Thomas Chertel. Là, tu peux changer de sujet avant que... Ne nous laissez pas le directeur général d'une équipe de hockey, les trois ensemble, ça ne fonctionnerait pas. Ouais, ben c'est ça d'ailleurs dans ce repêchage-là, oui, avec ce qui se passe chez les Canadiens, mais vous savez quoi aussi? Il y a encore une fois, tu sais, puis on va remonter plus des années, Pop, où toi tu couvrais plus régulièrement la LHJMQ, où t'as quand même vécu 2 repêchages assez décevants pour la LHJMQ, hein, 2022, 2023, puis même pour le Québec, de manière générale, parce que je pense que 2022 et 2023, le seul Québécois, techniquement, est un Américain en Gabriel Perreault, tu sais. Fait que, bref, on monte maintenant en 2025, l'année dernière, Desnoyers, Carbonneau, Zonon en première ronde. Puis là, cette année, on s'enligne pour avoir encore une bonne cohorte de Québécois et de la LHJMQ en première ronde. Il y en a un nom là-dedans qu'on va revenir dans 2 secondes qui est... tu sais, on sait pas trop où ça va se placer. Mais bref, Maddox Dagenet, fils de Pierre Dagenet, d'ailleurs, qui a joué avec le Canadien de Montréal. Xavier Villeneuve, qui est classé 18e. Juste avant lui, on a le défenseur des Wildcats de Moncton, l'Américain Tommy Blyle. Et il y a aussi Egor Shilov, le Russe, chez les Tigres de Victoriaville. Donc ça, c'est les noms quand même qui sont en première ronde pour la LHJMQ. Ça fait quand même une belle petite coop. Et au 38e échelon chez les patineurs nord-américains, Liam Lefebvre. Maintenant, à savoir qui, quoi, quand, où, pourquoi, telle est la question. Mais, je veux dire, où voyez-vous des fits pour ces jeunes-là? Écoute, je pense que le plus talentueux des 3, c'est sans aucun doute Xavier Villeneuve. Tu vois, qui est le plus talentueux des 3, c'est Villeneuve. Le problème, c'est que je connais un peu trop bien les DG de la LNH. Tu vois, combien d'entre eux vont sortir en première ronde, Maddox, Dagenet, puis c'est tout. Je pense que Villeneuve sort en deuxième ronde. Je suis de plus en plus rendu là. Écoute, il doit tellement être tanné de se faire comparer à Lane Hudson, mais Lane Hudson, avant lui, ça a été la même histoire. Probablement, en termes de talent pur, un gars top 15, top 20 du repêchage. 25e. Ça ramasse 60... Ça ramasse 62e. Ça ramasse 62e au total avec le Canadien. Cole Hudson a vécu un peu dans la chose. Même si lui était un petit peu moins petit, là, t'es quand même plus colosse. Là. Mais lui aussi, ça chute en deuxième ronde. Des petits défenseurs qui bougent. Il y a encore cette perception-là dans l'industrie que tu peux difficilement, entre guillemets, gagner avec ça. Fait je vois pas vraiment une équipe prendre Xavier Villeneuve en première ronde quand... puis pour Dagenet, tu vois, c'est tout le contraire. Probablement en termes de talent pur, une coche en dessous de Villeneuve, mais un grand centre de 6 pieds 4, ça va toujours avoir des bonnes chances de sortir haut. C'est des classiques. On est dans des clichés, puis je suis pas nécessairement d'accord avec ce que je suis en train de te dire, mais c'est comme ça que ça marche pour le meilleur ou pour le pire. Fait il y a une équipe qui va se laisser tenter par un centre de 6 pieds 4 en Dagenet. Il y a du pédigré LNH. Le nom de famille va aider aussi dans la balance. Il y a une équipe qui va tenter sa chance avec lui en fin de première ronde. Xavier Villeneuve, je pense, ça va être pour la deuxième ronde. Liam Lefebvre aussi, je pense que ça va être un milieu de deuxième ronde. Mais Tommy Blyle là-dedans, OK? Tommy Blyle qui est défenseur américain offensif, excellent patineur. Ça, on voit où ça, des petites bêtes de même, hein? Ça pourrait. Ça, c'est comme un peu
je veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais la wild card de cette première ronde-là. Mais tu sais, c'est un gars qui a connu tellement une saison extraordinaire avec Moncton qu'il a tellement monté les échelons rapidement que finalement il s'est ramassé. C'est parfait. Tu sais, il y a un peu ce momentum-là. Puis moi, en tout cas, pour revenir à Manox Dagenet, là, moi je vois que tu sais, Anaheim ont pas de choix de première ronde. Le Lightning ont pas de choix de première ronde. Mais les Blues de Saint-Louis qui repêchent sans cesse des Québécois en première ronde, ou du moins haut. Tu sais, au 29e choix, là, tu vois un Maddox Dagenet glisser là-dedans. Là, tu vois le livre ne peut pas mieux s'écrire plus rapidement que ça. Maddox avec Carbo. Maddox avec Carbo. Et, faut aussi le rappeler, dans le cas que le Canadien n'échange pas son choix, c'est juste après. C'est juste le choix après Montréal. Ouais. Écoute, ça c'est dans un scénario qui garde cet espoir-là, mais on va tellement entendre parler de Montréal qui skip un autre Québécois, qui fait pas confiance à un autre Québécois, puis qui se fait repêcher juste après à Saint-Louis. Là. Je peux voir le film devant mes yeux en ce moment. Écoute, Xavier Villeneuve, tu demandes probablement qu'au choix du... Si, encore une fois, on part du scénario, est-ce que le Canadien conserve son 28e rang de sélection, je pense pas que ça va arriver dans le scénario où ça arrive. Xavier Villeneuve, je m'attends à ce qu'il soit encore sur le disponible à ce moment-là, puis je m'attends même à ce qu'il soit peut-être le gars le plus talentueux, ou l'un des 3-4 gars les plus talentueux. Mais écoute, encore une fois, je suis pas nécessairement d'accord avec ce que je suis en train de te dire, mais une ligne bleue avec Lane Hudson et Xavier Villeneuve en même temps. Écoutez, je les comprendrais parce que Kent Hughes l'a déjà affirmé publiquement que c'était pas mal clair que peu importe ce qui se passait, il allait pas repêcher Cole Hudson par le passé. Puis écoute, je vois pas pourquoi ça aurait changé, surtout quand tu vois que dans la série contre les Hurricanes, où oui, Hudson a des bonnes séries, mais contre les Hurricanes, cette équipe-là s'est fait bardasser pas mal. Tu sais, ça parle plus de Vincent Desharnais puis de Ilya Lyubushkin à Montréal depuis un bout. Je pense pas que surtout que Villeneuve est un gaucher en plus, là. Je pense pas que repêcher un petit défenseur offensif gaucher en première ronde, ça correspond aux besoins de cette équipe-là. J'en avais profité pour demander sur mon compte Twitter... puisque Corey Pronman avait sorti sa prédiction du repêchage et avait prédit que Villeneuve sortirait 53e chez les Flyers. J'en ai profité pour poser la question aux gens, qu'est-ce qu'ils en demandent, parce qu'après tout, Villeneuve est classé 18e chez les patineurs nord-américains. Alors bien sûr, on a les détracteurs, comme toujours, fidèles à l'endroit de Corey Pronman. Et bon, on en a qui disent, bien sûr, skill-wise, Villeneuve est probablement top 5 en ce qui est d'habileté. D'autres vont dire, ben effectivement, comme tu as mentionné, Félix, c'est le cas avec les frères Hudson aussi, puis avec cet archétype. Un autre qui dit les frères Hudson. Corey Pronman, fan numéro 1 de Lane Hudson aussi, soit en plus, apparemment. Hein. Un autre qui me dit les frères Hudson sont sortis 62 et 43, fait que ça se peut. Il y en a un autre, par contre, qui est un peu plus optimiste. Les DG ont appris de leurs erreurs. Ils sortiraient. Non, c'est ça le problème. Les DG n'apprennent jamais de leurs erreurs. On en a un autre qui dit l'avoir 25e. Un autre qui me dit, tu sais, j'ai parlé des gens qui aiment bien casser du sucre sur le dos de Corey Pronman, qui dit plausible, mais Pronman est aussi fiable qu'un truck Range Rover depuis quelques années. Écoute, je suis pas un grand fan de Pronman dans la manière, parce qu'on n'a pas la même perception des espoirs, lui puis moi. Mais écoute, veut pas, Pronman a quand même une vision qui est similaire à celle de beaucoup de dirigeants. Je veux dire, encore une fois, je vois pas les espoirs de la même façon que lui, mais sa vision, tu sais, de dire qu'il est complètement dans le champ, c'est pas aussi simple que ça. Il représente une vision vraiment plus axée sur le gabarit, puis malheureusement, c'est encore une mentalité. Et finalement, dernier que j'ai eu, puis je pense que ça peut terminer là-dessus, qui mentionne comme quoi la blessure de Villeneuve n'a pas non plus aidé son classement contre Moncton, entre autres. Aussi. Il a été beaucoup éclipsé par Tommy Blad, puis c'est ce qui est écrit, puis je veux dire, j'étais là aussi, j'ai couvert cette série-là. Donc, et qui dit, je l'ai pas vu jouer avant sa blessure, là, mis à part 1 ou 2 matchs, mais imaginez qu'il était déjà blessé. Xavier Villeneuve a manqué 3 mois d'activité. Là. Il a manqué à partir du 2 janvier jusqu'à l'avant-dernier match de la saison. C'est une longue absence, ça fait mal. Après ça, tu t'en vas en série plate de même. Avec une équipe enfin de sécurité. Mais malgré qu'il a été clutch, il a été extrêmement clutch, mais il y a toujours les points d'interrogation qui viennent avec
cet archétype de défenseur. Puis je suis sûr que si une équipe qui le prend va probablement se dire waouh, on a vraiment fait une tu sais, c'est sûr qu'une équipe qui va le prendre genre 45e va se dire waouh, on a vraiment fait une belle prise. Tu sais, c'est vraiment cool. C'est un bel espoir, mais encore une fois, je reviens, je sais que je suis fatiguant avec ça, mais les DG, les organisations de la LNH pensent encore, sont encore de la mentalité. Puis, écoute, c'est difficile de les blâmer quand tu regardes les équipes qui gagnent la Coupe Stanley. Les stats back. Exact, tu sais. Puis, tu sais, il y a aussi du fait qu'on n'en prend pas beaucoup. Fait il y en a pas beaucoup qui gagnent. Fait que, tu sais, il y a de ça aussi. Il y a l'œuf puis la poule dans ce dossier-là. Là, mais, Ben oui. tu sais, ça reste que, historiquement, puis quand tu regardes des équipes comme les Panthers puis les Hurricanes qui sont tellement physiques, il y a beaucoup d'équipes qui préfèrent des gars un peu plus costauds à des gars vraiment talentueux. Ben, écoutez, ce qui pourrait aider le jeune homme, c'est que oui, il a le talent. Exact. Il s'en va à Boston University, là où Absolument. Lane Hutson s'est développé. Dernier point là-dessus. Cole Hudson. Par ailleurs, ça me fait penser, avez-vous vu au lendemain de la victoire des Hurricanes et tout ça, à quel point, tu sais, Eric Tolsky, il y a du monde qui ont dit que ses anciens tweets, puis il y en avait un, étant donné qu'il était un passé de blogueur un peu, puis il disait, c'est drôle qu'on surestime à quel point les DG de la Ligue nationale connaissent vraiment tout, là. Tu sais, je pense que ça vient rejoindre un peu ce qu'on dit, que la capacité d'apprentissage de ces DG-là laisse un peu à désirer parfois. On est trois gars qui on donne nos opinions hebdomadairement sur ça, t'sais. Fait que qu'est-ce que ça vaut, mis à part que pour avoir du fun. Toujours sur le repêchage, il n'y a pas juste ces noms-là qui sont intéressants, issus du grand parapluie de la Ligue canadienne de hockey, Pop, mais il y a les jumeaux Rock avec les Tigers de Medicine Hat dans la Ligue de l'Ouest. Eux autres, même aussi classés 20 et 23e respectivement, fait que viennent juste après les gars de la LHJMQ, pas mal, là. On s'attend à quoi avec ces gars-là? Est-ce que on s'attend-tu à un scénario comme avec les Cédines d'une équipe qui va aller les chercher back-à-back? Écoute, viens pas me faire croire qu'il y a juste un DG sur les 32 là, qui se sont dit « Hey, on va s'essayer. On va aller chercher les deux back-à-back. » Pour moi, ma grande prédiction de ce repêchage-là, là, toute équipe confondue, là, c'est que les jumeaux Rook vont finir avec la même équipe vendredi soir. Hey, moi, je vais même plus loin. Je pense que je peux déjà donner l'équipe qui va le faire. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a une équipe? J'ai hâte de voir qui qu'on pense. Écoute, j'y vais vite parce que, puis tu l'as dit, écoute, juste un point que j'ajoute pour ton point là, les deux jumeaux ont dit aux équipes qu'ils aimeraient ça être repêchés par la même équipe. Tu sais, ils s'en cachent pas, ils aimeraient ça être repêchés par la même équipe. Tu sais, avec les Cédines, on voit à quel point ça marchait. Puis écoute, les deux kills ont fini 1 et 2 meilleurs pointeurs de la WHL à 17 ans l'année passée. Là. Ouais. Fait que, écoute, moi, tu vois, si tu veux que je te donne une équipe, pour moi, c'est facile, puis je suis convaincu que cette équipe-là va le faire. Oui. Les Canucks de Vancouver. C'est un slam dunk. Écoute, les jumeaux Cédine sont maintenant dans l'organigramme hockey de l'organisation. Sérieux, c'est tellement facile à vendre comme projet à tes fans que les jumeaux vont être là. Félix, Pop, je viens de regarder ça. Puis là, je vois que les Canucks ont le 24e choix. Ouais. Les Sénateurs ont le 25e. Les Sénateurs cherchent du monde. Les Canucks, Brock Besser, ça se fait-tu échanger finalement, cette petite affaire-là? Man, j'ai de quoi d'encore plus simple pour toi. Ça tombe bien, là. Montréal veut échanger Brendan Gallagher à Vancouver. Montréal a le 28e choix. Envoie le Jake DeBrusk à Montréal contre Gallagher puis le 28e. Puis après ça, échange le 28e pour le 25e. Tu vas avoir 24-25, tu ramasses les mots-là. C'est ce que j'ai dit tantôt. On devrait runner une équipe de la Ligue nationale à nous trois. Non, je te dis, ouais, c'est simple, là. Mais sais-tu, moi, qui que je pensais voir là-dessus, puis ça, c'est ma prédiction, là, un peu ma prédiction dans le vide, là. Moi, là, je suis Alexander Steen, OK? Je viens d'arriver, OK? Je vois Washington, on 16e choix en ce moment. Washington dit, hey, on va chercher les deux jumeaux, trade-nous un pick, puis donne-nous Robert Thomas. Oh, je pense pas que Thomas part. Je pense pas que Thomas Ça, part. c'est ma prédiction dans le vide. Mais j'aime ça. Les Blues de Saint-Louis montent 16e choix, prennent le choix de Washington à 16, ont le choix numéro 15 et numéro 16, va chercher les jumeaux Rock,
Merci, bonsoir. C'est peut-être haut, mais... C'est haut, c'est un peu haut, je trouve. Mais je comprends. Tu sais, si t'as l'opportunité d'avoir les deux, tu le fais. Là. Le projet des frères, c'est tout ce qui compte, c'est la narrative, ça va vendre des billets. Non, moi, tant que les deux se ramassent dans le même club, quitte à ce que ce soit un en première ronde puis l'autre en deuxième ronde, c'est pas grave. Des repêches coup sur coup comme ce fut le cas avec les jumeaux. Vancouver 24-25, Gallagher s'en va à Vancouver, le 28 s'en va là, DeBrusque s'en vient, puis en tout cas, trouve quelque chose avec ça, là, puis tu prends le 28, tu l'envoies à Ottawa pour le 25, puis that's it, that's all, 24-25. Et voilà, un échange à 3 équipes canadiennes là-dessus. Finalement, les boys, sortons un peu du cadre du repêchage. Dernier point, on a parlé des Hurricanes. Scène quand même drôle qui s'est donnée durant, c'était bon, ça. Durant la parade. Là. Félix, vas-y donc. Hey man, hier, je travaillais et je couvrais la parade, tu sais, d'un peu de loin, là, tu sais, c'était pas nécessairement un événement profondément marquant, mais il y a quand même quelque chose de fort intéressant qui s'est produit, et je parle pas du fait que les fans des Hurricanes ont mis un jersey de Mikko Rantanen avec les Hurricanes, et que dès qu'un camion passait, on encourageait fort pour que le camion roule par-dessus le jersey de Rantanen, même si d'ailleurs Rantanen, je trouve qu'il a quand même bien géré, là, oui, c'est plate, mais tu sais, il y a quand même donner un bon coup de pouce aux Hurricanes. Sans lui, vous n'avez pas Taylor Hall puis Logan Stankoven. Mais je m'égare. Parce que le vrai moment le plus cool de cette parade-là, c'est quand Eric Tulsky était au micro et a décidé de dire à Nicolas Deslauriers de venir le rejoindre et de signer une prolongation de contrat en pleine parade. Hey man! Signer un contrat en pleine parade, c'est un move de rockstar. Pour elle, j'ai tout aimé de ça. Et puis écoute, Deslauriers qui regarde la foule, I'm not fucking leaving. Puis, man, Deslauriers a pas joué un seul match en série. Là. Il a joué 0 match en série. Puis il a trouvé le moyen de devenir un favori. Au moins 1 ou 2, je pense. Il a joué en fin de saison, mais je pense pas qu'il a joué en série. De mémoire, il me semble qu'il a joué 0 match de série. Je vais aller confirmer ça, je t'en reviens. Écoute, dans tous les cas, il a pas été un facteur sur la glace pendant les séries ou dans cette conquête de la Coupe Stanley, mais écoute, ça a tellement été un morceau important dans le vestiaire de cette équipe-là. Ça a été l'expression le glue guy, là, le gars qui fait en sorte que le collectif fonctionne. Là. Deslauriers a été acquis, c'est pour absolument rien. Là, c'est Daniel Brière qui a fait une petite faveur en l'échangeant aux Hurricanes pour lui donner une chance de gagner la Coupe Stanley. Puis, man, contrat de 2 ans. Tellement cool pour Nicolas Deslauriers. Quelle belle histoire d'ailleurs, celle de Nicolas Deslauriers, qui c'est un ancien défenseur qui est devenu attaquant. Toute une histoire pour ça. Et sérieux, c'était tellement cool de voir. Puis écoute, le contraste aussi de Tulsky qui a l'air de pas avoir vu le soleil depuis à peu près 4 ans. Puis Deslauriers à côté qui est sur la broche comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'était vraiment, vraiment drôle de voir ça. Mais pour vrai, moi je propose qu'on normalise ça. À cette heure, là, quand tu gagnes la coupe, si tu veux signer une prolongation de contrat, ça se fait pendant la parade. C'était vraiment cool et je veux voir ça encore. Deux choses. Et de un, Nicolas Deslauriers a joué un match dans le parcours des éliminatoires. 3 minutes et 9 secondes. C'est tout ce qu'il a joué en série. Il a pas joué, ça compte pas. Il a pas joué. Deuxièmement, si on normalise les signatures de contrat pendant la parade, est-ce qu'on peut aussi normaliser les rachats de contrats pour la parade? Parce que moi, j'aurais vu Yesperi se faire bailler son contrat à la parade. Il déchire en deux. Normaliser ça. Ça aurait été bon, ça. Oui, ça aurait été drôle. Tu sais quoi, je sais plus qui avait écrit ça dans quel média, comme quoi, tu sais quoi? Pas trop un sentiment pour qu'Académie il ramasse son chèque. Absolument. Tu peux pas te sentir mal. Tu sais, mettons, tu te sens mal pour lui. Il joue pas. Hey, alors, l'argent qu'il fait. Non, mais puis écoute, c'est ce qui est vraiment drôle avec Académie, c'est que je pense qu'on s'attend assez clairement à ce que son contrat soit racheté. Parce que c'est la dernière année où est-ce qu'on veut le faire à 1/3 du reste du contrat au lieu du 2/3. Ça va coûter genre 800 000 aux Hurricanes jusqu'en 2034. On va faire tant pis, c'est même plus simple que ça. Mais écoute, moi, je serais même pas étonné que le 1er juillet, dans une cuvée qui est tellement horrible, surtout avec Jason Dickinson qui vient de signer à Edmonton, là, il y a tellement pas de centre, ok? Il y a une équipe, man, qui va se dire, gars, tant pis, on est désespérés, là. T'sais, Jesperi,
3 ans, 3 millions par année, viens-t'en notre centre de 4. Ben, Puis il- au pire, tu montres ça à 3. Il y a une équipe qui va paniquer puis qui va le signer, man. Puis cette équipe, Il va avoir des bonnes offres. C'est fou, man. cette équipe-là, ça va être genre les Jets, man. Ou les Canucks qu'il faut qu'ils se rendent au plancher salarial si on échange Wow. Hey, Peterson Kotkaniemi de Brush. et Gallagher sur le même trio. Non, mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de Ça- bruit depuis un bout qui Ça lie ferait des Kotkaniemi aux chiffres en Canucks. 2019, ça. Ouais, non, pis tu sais, il y a beaucoup de bruit depuis un bout avec le Kotkaniemi des Canucks, avec Elias Peterson en particulier. Si Kotkaniemi a tel marché, c'est fou, mais ce gars-là va être en demande. Le marché est tellement... Tout le monde a de l'argent. Il y a personne qui est disponible. Fait que c'est là qu'on va arriver avec des contrats qui n'ont pas de bon sens. Puis Kotkaniemi, son contrat va être racheté, il va être en demande. Faut que tu remplisses des contrats puis des chandails. Fait que, mesdames et messieurs, à suivre, 26-27 juin, qui s'en vient fin de semaine prochaine, c'est de nouveau le repêchage de la LNH. Et encore une fois, le maudit format décentralisé pisse que j'ai. Écoute, au moins, Ça peut on... pas être pire que l'année passée. Non, puis on semble nous dire que ça va être un peu plus rapide. J'espère, parce que l'année passée, je me souviens, je l'avais couvert, c'était épouvantable. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éviter les moments malaisants comme celui de James Higgins qui parle à ses patrons qui sont gelés et qui ne l'entendent pas? C'était terrible. Mon Dieu, que c'était Et c'était rough. je souhaite que pour les Québécois repêchés, on soit capable de mentionner le nom de famille parce que pauvre Caleb Desnoyers. D'ailleurs, Caleb Desnoyers, quand il s'est fait repêcher à Moncton et là au Utah, il s'est fait massacrer son nom. Comment il l'avait prononcé? C'était quoi? Dayone. Dayone, c'est ça. C'était Tony Finau, C'est ça qui arrive, le golfeur qui l'a tu prononcé. demandes à une célébrité fan de ton équipe pour... Ouais, le Tony dire. Finau, ouais. Idem quand Justin Carbonneau s'est fait repêcher par les Blues. Bon, Justin Carbonneau, ça va, mais Blainville, Boisbriand, Armada... Ouais. Nikki Glazer l'avait pas eu facile ce soir-là. là. Non, elle avait pas eu facile. Mais, puis écoute, d'ailleurs, dernier petit point sur le repêchage, on sait que ça s'annonce possiblement pour être une grosse semaine dans la LH et pour le Canadien. Si jamais il y a quelque chose de gros impliquant le Canadien, surveillez les feeds de ce podcast-là. C'est pas impossible que dans les minutes, les heures suivant, un gros mouvement de personnel chez le Canadien, il y ait peut-être un petit quelque chose de spécial. Est-ce que McKenna sort 1? C'est quoi votre top 3, mettons? McKenna, Sterberg, Malhotra. Malhotra va être parfait coaché par son père, ça va être cute jusqu'à ce qu'il y ait du monde qui vont commencer à se fâcher que son père soit le coach. C'est pour ça que moi je pense. D'après moi, ça va être Gavin McKenna, Evan Stenberg, puis Chase Reed. Est-ce que Caleb Malhotra va être repêché par l'équipe du Moi, je coach? pense que Vancouver a putain envie de repêcher le fils du coach. Non, mais le bruit qui court, c'est que oui. Puis on est dans une drôle de... Tu sais, Vancouver, le Quinn Hughes est parti, l'équipe est tellement mauvaise, tu veux mettre du monde dans les estrades, puis tu sais, c'est facile de vendre ce projet. Tu sais, autant les jumeaux, c'est facile de les vendre le fils du coach, le fils de Malhotra, qui est un gars tellement aimé à Vancouver, c'est facile. Mettons que c'est très facile, ça prendra pas grand-chose pour que la marde repogne dans cette version. Ah! J'ai pas dit que la marque va pas repogner. J'ai dit que c'est facile de vendre ça. En plus, Elias Peterson a jamais pogné de marde avec ses coéquipiers. Jamais. 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 Okay. Donc, à surveiller cette semaine repêchage. Encore une fois, si jamais il y a quelque chose qui se déroule, passez sur les feeds du réseau social, peu importe du podcast. Dans tous les cas, ça va être sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, triplemenace.podcast, si c'est pas déjà fait. Messieurs, s'il y a aussi ça, mais NBA aussi qui s'en vient, puis oui, repêchage, puis tu sais, oui, la grosse histoire de la semaine, Darren Peterson qui sorti pour sortir quelque part entre 1 et 4, qui décide finalement de visiter juste une équipe, les Wizards qui repêchent premier, mais pas ça le sujet, parce que on revient dans les discussions NBA, puis on peut recommencer à parler des gros noms, ceux qui pourraient se faire échanger. On retombe, Pop, dans le cycle de l'échange Giannis Antetokounmpo. Here we go again! Giannis veut partir de Milwaukee. Une équipe est intéressée en Giannis. On est ici. On est plus là dans le Giannis veut pas vraiment partir de Milwaukee. D'ailleurs, une citation qui avait été sortie, puis je sais plus qui l'avait sortie en premier, comme quoi la croyance en ce moment, c'est Giannis veut quitter les Bucks. Mais pas Milwaukee. Puis j'avais vu quelqu'un qui avait mentionné que
Giannis va commencer à le lancer pour les Brewers, puis il va commencer à lancer une colle de 95 000 à l'heure, va devenir un Cy Young pitcher pour les Brewers. Parce que... imagine son bras, là. Ouais, c'est ça, il va avoir genre l'extension de 18 pieds, là, ça va être maladroit. Mais là, c'est drôle. Son point de release va être... Oh, man, ça va être incroyable. Un bon closer, mais ça, je le verrais closer pour les Brewers, ça serait incroyable. Oui. Les Brewers sont de la... Imaginez comme arrêt court, une enjambée puis il est déjà au marbre. De toute façon, les Brewers font de la magie avec n'importe qui. Fait que je suis sûr qu'ils seraient capables de transformer Giannis en un bon joueur. Pensez-vous que Giannis est gaucher? Imagine s'il était gaucher en plus. Il est droitier. Il est droitier, oui. Hey, t'imagines sinon un relais, puis tu sais, un relais qui est pas lancé un peu trop vite, puis tu sais, faut que tu t'étendes. Hey, lui, c'est... Tabarouette, il va faire genre 14 pieds pour aller chercher ça. Il est à moitié du deuxième but, il y a encore le pied sur le premier, ça va être incroyable. Mais écoute, Mio, t'as oublié une étape importante dans ton cycle de Giannis. OK. C'est Shams Charania qui veut générer des clics sur Twitter en disant qu'il va être échangé dans les 48 heures prochaines. Je pense que c'est la première étape du cycle. Shams décide, c'est-tu quoi, Giannis, on va pouvoir refaire du recyclé. Après ça, on entend un autre rumeur. Les Bucks sont prêts. Giannis veut quitter les Bucks. Giannis ne quitte pas les Bucks. Mais on est rendu là. En même temps, je l'ai pas vu beaucoup, Shams Charania, dans les tweets. J'en ai vu d'autres passer avant. Quoique c'est vrai, ce coup-ci, peut-être qu'il a envie d'être un petit peu plus tranquille. Mais la question est, il s'en va où? Moi, en tout cas, les boys, là, moi, je fais juste dire, là, je sais pas pour qui, je sais pas quand, puis je sais pas pour quelle équipe, mais là, je t'en ai. Officiellement, là, je lance un jinx dans l'univers, là. Giannis Antetokounmpo va finir sa carrière avec les Bucks de Milwaukee. Puis check ça, il va avoir le contrat, là, il va renouveler. Puis là, il va avoir le communiqué qui vient avec, la publication Instagram. Milwaukee, t'es allé me chercher seulement un jeune grec de 18 ans qui ne connaissait pas l'anglais ni les États-Unis. Et c'est aujourd'hui ici que j'ai bâti ma famille et je suis prêt à ce que ma famille reste ici pour de bon. Ça va être ça le communiqué qui va venir avec, là. Écoute, je me tiens tranquille depuis le début de cette discussion-là parce que je pense que vous savez à quel point j'en ai royalement plein le cul de parler de Giannis sur ce show-là. Cela dit, Dante DiVincenzo et Julius Randle vont être superbes dans un uniforme des Bucks. Ils vont être magnifiques dans des jerseys des Bucks. Dante déjà passé par Milwaukee, là. Ils vont être magnifiques. Julius Randle va être magnifique. Il va être glorieux. Non, mais écoute, gars, moi j'en parle plus. 30 secondes, là, puis après ça, j'en parle plus tant que c'est fait, tant que c'est pas fait, là. Man, c'est pas normal que là, dans la NBA, là, tu regardes la dernière date limite des échanges, que tout ce qu'on a entendu, c'est les équipes font rien parce qu'ils attendent de voir ce qui va se passer avec Giannis, qui finalement n'a rien fait parce qu'il a décidé d'investir dans Kalshi le lendemain. Et après ça, là, on arrive dans le repêchage. Et qu'est-ce qu'on entend encore 24/7? Est-ce que Giannis va se faire échanger? Sérieux? Débarrasse, fais juste sacrer ton camp, je m'en sac d'où est-ce que tu vas, fais juste faire tes hosties de valises, puis calisse-moi ton... Je n'en peux plus d'entendre parler de Giannis Antetokounmpo, c'est la dernière fois que je parle des rumeurs qui entourent Giannis. La prochaine fois qu'on parle de Giannis sur ce show-là, si c'est pas un échange, je quitte le show le temps de cette conversation-là, je n'en peux plus d'entendre parler de est-ce que Giannis va partir? Je m'en fous, je veux juste que ça se fasse à un moment donné. Ça fait à un moment donné. C'est beau, là. C'est pire que John Collins. John Collins, on a passé 5 ans à se demander si les Hawks allaient l'échanger. Et on finit enfin par l'échanger. Sérieux, Giannis, ça commence à faire pas mal ça, 5 ans. C'est beau. Là, maintenant, ça fait... John Collins, tout le monde s'en torchait un peu. Ça faisait en sorte que c'était pas très grave. Là, Giannis, tout le monde attend. Personne ne fait rien parce qu'on attend, est-ce que Giannis va être échangé? Là, à un moment donné, faites juste le faire. Le Heat, arrêtez de niaiser, là. Donnez le choix de première ronde qu'ils veulent, là. Prenez-le, puis après ça, on n'en parle plus. C'est fini, on passe tout à autre chose, là, puis on va enfin pouvoir parler d'autre chose par rapport à l'NBA. Là, je suis tanné. Ça se vient. J'allais rajouter justement, tu sais, tant qu'à parler d'un narratif qui mange jamais, on va essayer d'en jumeler deux aussi. Le Heat qui est sur toutes les agents libres, mais personne va man! Tant qu'à faire, là. Moi, là, ça serait bien parfait, là. Va à Miami.
Hey, On finit ça direct là. vous saviez que le Heat est intéressé à Ja Morant aussi. Ah. Ça va intéresser à tout le monde. Mais encore Est-ce une fois, c'est ça. que John Morant est un membre du Heat de Miami? Non! Parce que personne finit par Parce aller que signer là. personne bouge tant que les Bucks ne bougent pas. J'en Hey, peux j'en ai plus, une man. autre pour vous par contre. Là, vous savez, hein, les Lakers se retrouvent dans une situation un petit peu étrange. Hein. On a. Ça arrive, ça? Comment tu dis ça? Ça arrive, ça? Les Lakers? Ben, tu sais, on se retrouve entre une époque d'un joueur de 40 ans qui pense encore que tout run autour de lui. Et, ben, en même temps, je pense que c'est rendu un secret de polichinelle que les Lakers sont comme, ben, écoute, LeBron, merci pour le championnat de 2020. Mais, tu sais, Luka Doncic, on aimerait ça, tu sais, pas trop y en donner. Tu sais, on sait qu'il est plus synonyme de l'infirmerie par les temps qui courent. Ouais, construire peut-être une équipe autour de lui, tu sais, qu'est-ce que t'en dis? Overmax. Puis ça, c'est ce qui sort, c'est qu'apparemment, on entend que le camp de LeBron James, la fameuse, hein, les Avengers de l'entre-saison, Rich Paul, Maverick Carter, compagnie, hein, LeBron James voudrait un contrat max. Pendant ce temps-là, les Lakers, ce qu'on entend, selon... je vais essayer de... Dave McMenamin, qui dit ben, ce qu'on entend du côté des Lakers, c'est que ce qu'on aurait à offrir à LeBron James, c'est même pas proche d'un contrat max. Moi, on maintenant un beau bordel avec les Lakers. Puis ça, c'est quoi? Ça me réjouit quand même. Belle journée. Hey, man, je pète une coche sur Giannis, puis toi, la prochaine affaire que tu trouves d'intelligent à me parler, c'est LeBron James. Tu veux vraiment que sérieux que je perde une coupe d'années d'espérance de vie? C'est ça ton plan. Hein? Mais écoute, tu nous rattraperais dans l'âge, fait que ça serait déjà pas pire. Ah, mais là, ça, j'en ai parlé l'année passée, je peux voir qu'encore une fois, je suis encore obligé de répéter, ok? Puis c'est encore plus vrai quand tu regardes ce que Jalen Brunson vient de faire pour gagner le championnat, ok? Là, LeBron, là, ok? Écoute-moi, ok? T'es peut-être le joueur de basket le plus riche qu'on va jamais voir. Ever! Peut-être l'athlète le plus riche. Peut-être. Des joueurs de soccer, Ronaldo, Messi font tellement d'argent. En tout cas, l'athlète nord-américain, Messi, ça compte pas, là. L'athlète nord-américain, possiblement le plus riche de l'histoire, ok, là? Veux-tu, s'il te plaît, dans une NBA qui est tellement intense sur le cap salarial et tout, là, as-tu vraiment besoin d'un petit 20 à 30 millions de plus? Vraiment? As-tu vraiment... Prends un minimum. Prends 15, prends 10, prends 15, ok? Prends 10, 15. Puis, arrête de faire chier. Arrête de faire... On t'a donné ton gars dans l'équipe. On est allé chier de Luka Doncic. Et puis... On t'a construit une équipe qui est pas mauvaise. Les Lakers, on était quand même pas mauvais. On t'a donné ton gars, on a donné un spot à ton gars dans la NBA. Ça va être quoi sa prochaine demande? Ouais, je veux que mon gars signe un Supermax. What the fuck? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi ça? Sa prochaine demande, c'est que son petit-fils joue avec lui dans la NBA. Ah, pourquoi pas? Puis il va encore demander un max rendu à 75 ans, je pense. T'sais, à un moment donné, il fait juste en laisser un peu. Laisse ton équipe signer tout le monde autour. Laisse ton équipe mieux t'entourer. Laisse. Au pire, les Lakers, ce qu'ils devraient faire, les Lakers devraient dire, bah, regarde, tant pis, va-t'en. Sérieusement, les Lakers devraient dire, va-t'en. Ben, je pense qu'on pas- est rendu là. Mais les Lakers devraient dire, va-t'en. Mais je pense, tu peux-tu dire non à LeBron James? Fait que ça prendra un échange quand même. Puis tu sais, t'as les joueurs suspects, hein, les Warriors, qui à chaque entre-saison commencent à rentrer dans les discussions pour LeBron James. Puis tu sais, essayer de réunir maintenant les Avengers de la maison de retraite à Golden State. Là. Tu sais, je veux dire, si t'es les Lakers, tu veux essayer de maximiser ça. Fait que tu te retrouves aussi dans une situation où, ben oui, je pense que, tu sais, Félix t'apporte un bon point. Deep down, là, les Lakers, ce qui passe par la tête, c'est merci, bonsoir. Je pense pas que tu sais, c'est de l'argent qui serait bien investi ailleurs. Disons ça. Construit autour de Doncic puis Reeves. Pour vrai, construit autour de ces gars-là. Oui, absolument. Mais Je suis pas en train de dire que j'adore ce duo-là, parce que j'ai encore des gros doutes, parce que Perry Doncic, sans avoir un bon centre, on le levait à Dallas, c'est pas tout le temps bon, puis c'est quand on a finalement un peu investi pour aller chercher des gros bonhommes pour bien l'entourer, c'est là que ça a vraiment fonctionné. Mais, man, t'as deux bons morceaux. À un moment donné, ça fait les caprices d'un gars de 41 ans qui passe la moitié de son année sur les blessés. Tu sais, oui, ok, il a été bon en série, ok, cool. Mais à un moment donné, man, tu peux pas juste revivre le même scénario à chaque année. Tu peux juste pas, puis
Sérieusement, LeBron James n'est plus un joueur de calibre max. Dans tout respect pour LeBron James, ce gars-là n'est plus un joueur de calibre max. Savez-vous combien, juste avec son salaire de joueur, là, on parle pas de publicité, droit d'image, rien. Combien vous pensez que LeBron James a gagné dans sa vie en tant que joueur uniquement? Ça doit être dans les... Bon Dieu, là, il va avoir joué 23, 24 ans. Disons que depuis 5 ans, mettons, depuis 5 dernières années, on parle de peut-être quoi, 200. Mettons qu'avant, c'était quoi, genre à 35, pendant une dizaine d'années, 300. Je pense qu'on est à 800 millions. Félix? J'ai allé à 900, mais j'ai pas 800. Vous êtes vraiment off. Selon Spotrac, il aurait gagné 581 millions. Ah, mais c'est vrai que les premières années, c'était moins le plafond n'avait pas explosé. Oui, effectivement. La même mais explosion qu'on a eu. Mais ça reste quand même 581 fucking ouais, millions. C'est plus que le PIB de certains pays, là. Et puis, c'est juste ce qui est. Gars, puis tu sais quoi, juste après ça, j'arrête parce que je vais vraiment péter aux frettes si je continue à parler de ces deux sujets-là NBA, là. Regarde, ok, juste, je prends un exemple, ok. Je reste dans la même ville. Je change de sport, mais je reste dans la même ville. Shohei Ohtani, probablement l'athlète le plus talentueux de l'histoire du baseball, ok, là, avait, dans son prime, est devenu joueur autonome dans une ligue où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de plafond salarial, ok? Dans une Combien équipe il fait qui en n'a pas de plafond salarial. Non. Combien il fait en termes de salaire par année? Il y a de l'argent différé et tout, mais en salaire, cette année, combien Shohei Ohtani fait d'argent? Bon, c'était quoi ses premières années? Je me rappelle plus c'était combien les premières années. Cette année, sur le contrat qu'il vient de signer avec les Dodgers, en salaire pur, combien Shohei Ohtani fait cette année? C'est pas genre 2 millions? 2 millions. Ouais. 2 millions. À cause de l'argent différé et tout ça. Voilà, il fait, sur les 10 ans de son contrat, qui est 700 millions, mais presque tout est payé après, là, il fait 20 millions sur 10 ans. Puis il fait tellement d'argent en commandite, puis en tout le reste... LeBron, t'es rendu producteur de films, man. Tu fais de l'argent. Sérieux, ton argent il rentre ailleurs, là. T'as pas besoin de max. Je continue avec Spotrac aussi, qui estime que... Hey, dites-vous aussi que LeBron James pourrait avoir un cap hit de 60 millions de dollars. À 41 ans. Man. 42 ans. C'est fou. Sérieux, s'il veut 60 millions, puis je suis les Lakers, ciao bye. Prends 20, 25. Je vais pas vraiment plus haut que 25, je pense. À un moment donné, ça fait, man. Ça fait. 25 millions dans la NBA, t'es à peu près 7-8e gars, là. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens. Tom Brady laissait de l'argent aussi sur la table en fin de carrière. Tom Brady l'a fait pour mieux s'entourer, puis... Tu sais, à un moment donné, c'est beau, c'est correct. Puis écoute, comme je l'ai souvent dit sur ce jeu-là, je blâmerai jamais un gars de prendre tout l'argent qui est là. Mais il y a quand même certaines exceptions. Tu sais, Shohei Ohtani, tu sais, les grands joueurs là, qui ont déjà tout le patrimoine assuré pour les 57 prochaines générations. Là. C'est beau. Tu sais, quand un joueur parle déjà d'acheter une équipe, là, tu te dis qu'à ce moment-là, peut-être que tu n'as pas besoin de signer un autre max. Ça se termine là-dessus. Oui, moi, je sais pas ça fait. Là, je suis vraiment... Le micro est tombé à terre. On va prendre 2 secondes, Félix, là. En attendant, je vais m'amuser, là. Pour ceux qui écoutent ce balado, que vous saviez, c'est quoi, en train de moisir dans votre lit avant d'aller au travail, sur le chemin au travail, peut-être même au travail, si la concentration, c'est pas un problème pour vous, là. Allez donc mettre un 5 étoiles sur l'application, vous écoutez ce balado, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup avec l'algorithme aussi. Puis, tu sais quoi, en même temps, c'est un petit signe d'encouragement aussi que, ben, vous savez quoi, vous aimez ce qu'on fait. Puis, ben, nous autres, ça nous tient beaucoup à cœur. Messieurs, il reste plus beaucoup de temps dans ce qui se déroule. Mais, Pop, c'est... pour ce qui est du baseball, l'année passée, mois de juin, mois de la fierté, puis on salue tous nos amis qui font partie de la communauté. Mais ce qui était drôle là-dedans, c'est que l'année passée, les Mets ont commencé à exploser juste au mois de juin. Mais là, cette année, ce sont les Marlins qui explosent en ce mois de juin. Écoute, Jay Marlins is a thing. Ah, puis d'ailleurs, faut savoir, ça vient pas de nous, hein, c'est les internets qui ont non, le phénomène. Écoute, je vais reprendre une expression bien milléniale qu'on connaît des années 2000. Messieurs, le phénomène gay baseball team a frappé une deuxième équipe.
Officiellement. C'est fait. Les Marlins de... J'oublie tout le temps, c'est les Marlins de la Floride et les Marlins de Miami. J'oublie... Les Marlins de Miami. C'est rendu Miami. C'est vrai. Quoique, j'ai quand même vécu les années Marlins de la Floride, puis j'ai réussi à faire la transition entre les deux équipes. Mais bon, les Marlins de Miami sont officiellement 14-4 au mois de juin. Moi, je voyais ça, je voyais ce que les Mets ont fait il y a 2 ans avec Gay Mets, avec... comment ça s'appelle donc, la créature mauve, là? Grimace, grosse douceur en français. Je cherchais le nom depuis le début de la journée, puis je voulais même pas utiliser Google parce que j'avais un peu trop de fierté. Mais là, j'avais pas le choix. Grimace fait des pubs avec des joueurs de soccer en ce moment. Hein. Fait que, ouais, mais pas mal tout fait des... Regarde d'où ton ex est rendu en ce moment. Ouais, mais pas mal tout fait des pubs avec des joueurs de soccer pas mal ces temps-ci. Fait que, tu sais, il y a être un ex puis être une porte tournante pour ben du monde. Mais ça, c'est une autre affaire. On n'embarquera pas là-dedans. On n'embarquera pas là-dedans, c'est un autre débat. Ceci étant dit, les Marlins de Miami, qui... Tu sais, c'est une équipe un peu sympa, un peu. Tu te dis, il y a des petits jeunes ici qui poussent, qui là, puis tu te dis, bon... Tu sais, ça va être encore la même ribambelle cette année. Ça va être derrière les Mets, derrière les Braves, derrière les Phillies un peu. Mais là, les Phillies, ça va so-so. Je sais pas si vous avez vu, mais les Mets, c'est le feu est pogné officiellement dans la poubelle depuis le début de la saison. Ben oui. Les Marlins, grâce à cette poussée de 14-4-là, se remettent en position pour faire les séries. Ils sont à un demi-match, je pense. La dernière fois, je sais pas si le classement a été mis à jour depuis le début de la soirée. Tout ça. Mais les Marlins de Miami pourraient effectivement faire partie des séries. Et ça, c'est juste, ça rappelle les Mets. Et on se souvient ce que les Mets avaient fait il y a 2 ans. Ça avait été un peu le bordel. Gay Mets est arrivé. Grimace est arrivé. Il y a aussi... José Iglesias. José Iglesias. José Iglesias, merci, qui avait lancé une tune qui est devenue virale sur le Billboard. Et il y a eu le circuit Piranzo contre les Brewers. Et on s'était rendu en finale de championnat de la nationale contre les fucking Dodgers de Los Angeles. Ceci étant dit, mais écoute, je verrais pas pourquoi ça pourrait pas arriver. Il y a un bel élan de jeunesse. J'aime ce que je vois du côté de Miami depuis. Oui, c'est cool. Puis au Québec, c'est une équipe qui est facile à aimer parce qu'un des meilleurs joueurs des Marlins est Otto Lopez, qui est un Québécois d'adoption. Le meilleur joueur des Marlins. Ben, absolument. C'est le Messi, c'est un Québécois d'adoption, un ancien des Blue Jays et des Giants de San Francisco, qui s'est vraiment fait une belle carrière à Miami. Tu sais, vraiment le genre de joueur qui fait un peu tout, pas nécessairement frappeur de puissance, mais tu sais, frappe pour du contact, excellent défensivement, joue un peu partout, rapide. Tu sais, le genre de gars que t'aimes avoir là, dans ton équipe, un petit couteau suisse. Puis tu sais, il y en a plein d'autres des gars vraiment cool dans cette équipe-là. Heriberto Hernandez qui en est un, Xavier Edwards qui roule sa bosse depuis un petit moment, Agustin Ramirez, tu sais, il y en a plein des gars. Puis les Marlins, on le sait, c'est souvent une organisation qui développe des beaux talents puis qui les échange. C'est le fameux été où on avait échangé Yelich, Ozuna, Stanton et je crois qu'il y en a un autre que j'oublie. Gordon, qui avait été échangé, je crois, pas tout pendant cet été-là. C'est cet hiver-là, en fait, pas cet été-là. Mais écoute, c'est une équipe qui est reconnue pour se développer ce jeune talent-là. Et c'est il y a 2 ans, je pense que les Marlins, on avait poussé jusqu'à la toute dernière seconde aussi pour se rendre en série. Ce serait cool qu'on y aille pour les Marlins. C'est le genre d'équipe de petits marchés, c'est facile de les aimer. Après autant d'années d'incompétence, disons-le, c'était pas chic à un certain moment donné. Puis tu me dis aussi qui était président des opérations quand je préfère ne pas parler de ça. Mais écoute... Pourquoi Félix, tu veux pas parler? Aucune raison. Mais, écoute, Derek Jeter, propriétaire, ça a été une aventure. Mais, bref, non, mais pour être, je suis d'accord avec toi, les Marlins, c'est une histoire cool. Puis, écoute, si le mois de la fierté peut être une bonne chose pour eux, ben, souhaitons que ça se poursuive en juillet, en août, en septembre. Et peut-être que José Iglesias est disponible. Peut-être qu'il est disponible et que ça lui ferait plaisir de venir chanter Oh My God avec la communauté latine très très présente du côté de Miami. Ce serait quelque chose. Pour reste, l'ambiance serait folle dans ce stade. Parce que, niaisez-moi pas, là, tu sais, les Marlins réussissent. Mettons juste le fait de se rendre dans une course, mettons, là. Parce que je pense que
dernière fois que j'ai vérifié, il y avait comme 5 à 6 équipes qui étaient comme à un demi-match d'écart pour le dernier fou, wildcard ouais. spot. C'est fou. En passant, là, ça va être encore plus malade là-dessus. Ouais. Fait que, juste imaginer, mettons, on s'en va dans une course puis on se qualifie en série. L'ambiance dans le Lone Depot, c'est plus le... Ça va être fou. Ça va être fou avec la communauté latine puis tout ça. Puis, écoute, c'est ça qui est le fun puis qui est un peu dommage parce que la Ligue nationale est un peu une des grosses storylines de cette saison-là dans le baseball majeur. C'est à quel point la course au Cy Young dans la nationale est complètement sur les stéroïdes. Tu sais, t'as Jacob Mezorowski, t'as Christopher Sanchez, t'as Shohei Ohtani, voyons, il y en a un qui me manque, j'en avais une. Il y a Chase Burns à Cincinnati, il y a Yamamoto. Paskins, oui. Il y a Paskins. Puis, derrière tout ça, t'as un Max Meyer qui est... OK, vous me direz en 2026, c'est peut-être plus relevant tant que ça, mais le gars est quand même invaincu en 8 décisions. 2,80 de moyenne. Puis dans une équipe qu'on aurait pensé que tout passerait par un Sandy Alcantara en forme, ben finalement, c'est peut-être lui qui s'est révélé comme le meilleur lanceur. Et là, je vais juste te poser la question, Félix, parce que tu l'as vu dans ta sauce depuis des années. Sandy Alcantara, l'a vu-tu encore à New York? J'imagine, je sais pas. Les Yankees ont tellement de bons partants, c'est-à-dire que j'ai pas tant besoin d'Alcantara. Il y a comme une abondance, mais tu sais, je crois encore au talent de ce gars-là. Je pense qu'il est encore en lui, mais j'ai l'impression qu'il s'est pas super bien remis de ses récentes blessures aussi. Je me demande à quel point il y a encore le vrai Sandy Alcantara là-dedans. Non, on est encore loin du lanceur. Malheureusement. Malheureusement, parce que ce gars-là était cool. Oui, absolument. Puis, fait que c'est ça. Fait que pour moi, messieurs, je vous annonce officiellement Gay Marlins, c'est le nouveau trend de cet été. Tu sais, il y a eu Gay Mets, il y a eu Brad Summer, là c'est rendu Gay Marlins. Let's go! J'adore ça. J'adore tout de ça. D'ailleurs, on parle des lanceurs. On a mentionné Jacob Mezorowski. Mais là, si on reste dans le palmarès des jeunes lanceurs, là, de ceux nés 2001-2002, comme quoi, messieurs, que faisons-nous à 24 ans et 23 ans? J'ai encore du temps. Yes, j'ai encore du temps. et Cam Schindler qui, des Yankees, sans dire que c'est des grandes surprises, là, mais deux bonnes révélations qui commencent à s'imposer parmi certains meilleurs lanceurs de leur ligue respective. Félix, est-ce que ça se transmet en des présences au match des étoiles? Écoute, je pense que c'est déjà coulé dans le béton que ces deux gars-là, à moins d'une catastrophe et ou d'une blessure, ce qu'on souhaite pas évidemment, vont être au match des étoiles. Mais tu sais, au match des étoiles dans la MLB, il y a toujours ce fameux prestige qui est associé au fait d'être le lanceur partant. Tu es comme reconnu comme étant à la mi-saison le meilleur lanceur de ta ligue. Puis c'est comme tout le temps une genre de belle petite tape sur l'épaule. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Bof, pas grand-chose. Mais tu sais, il y a quand même un certain prestige qui vient avec le fait de t'es partant au match des étoiles, t'es pas de n'importe qui. Puis écoute, cette année, sérieusement, tu parlais de la grande compétition dans la nationale, mais pour moi, c'est extrêmement facile de voir qui la MLB va choisir comme partant des deux côtés. Bon, dans l'américaine, je pense que ça, c'est tellement facile. Le Cam Schlittler est de loin, sans aucun doute, le meilleur lanceur de l'américaine cette saison. Sa moyenne de points mérités est d'après 1 point de moins que son plus proche poursuivant. Ce gars-là est complètement dominant. T'as un partant qui a une grosse rapide, qui est une jeune vedette des Yankees. Sérieusement, la Ligue ne peut pas se tromper en mettant ce gars-là comme partant. Puis, il n'a pas volé sa place. Ce gars-là est vraiment de loin le meilleur lanceur. Ça aurait pris 7-8 gros gars qui se blessent en même temps, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Écoute, le bonheur des uns fait le bonheur des autres. Puis écoute, au-delà de ça, ça reste que il y a quand même de la belle compétition, puis il est de loin super. Ce gars-là a une moyenne de points mérités de 1 point, je crois que c'est 1,79 après son dernier départ. C'est phénoménal. La saison de Cam Schlittler est phénoménale en ce moment. Là. C'est sans aucun doute le meilleur lanceur. 1,71. De l'américaine, c'est pas t'as pas le meilleur de la MLB, mais tu sais,
commence à mettre son nom dans des discussions vraiment intéressantes. Dans la nationale, tu l'as dit, il y a des noms super intéressants. Christopher Sanchez qui a une belle saison. Shoei est toujours une valeur sûre. Chase Burns, Chris Sale, Yoshinobu Yamamoto. Il y en a plein des très très bons. Paul Skeens, tu l'as nommé, ça a été Paul Skeens, dans sa 3e saison dans la MLB, a été le lanceur partant à ses 2 premières années. Mais cette année, je pense que le choix facile, c'est Mizurowski. Un peu pour des raisons similaires à Schlittler. Tu peux difficilement trouver un lanceur plus électrisant que Jacob Mizurowski en ce moment. Puis, si t'es le département marketing de la MLB, là, comment tu peux ne pas vouloir un partant qui lance des balles de feu à 104 pour commencer le match des étoiles? Comment tu peux ne pas vouloir ça? Ça va être malade, l'ambiance va être folle. Puis tu sais, oui, Christopher Sanchez, le gars qui lance pour les Phillies, le match est à Philadelphie. Tu sais, à la limite, ça se défend, puis il y a un petit peu plus de compétition pour ça, mais je pense que Mizurowski est juste le choix tellement facile. Je pense que, Schlittler contre Mizurowski, ça va lancer de la rapide, ça va être quelque chose, puis je pense que c'est le duel qu'on mérite. Il y a encore un peu de temps pour que ça change, mais je serais très surpris que ce soit pas ces deux gars-là qui soient lancés partant en match. Louis Varland, c'est pas méchant, hein, maintenant. Ben, c'est pas méchant, mais comme releveur, en fait. Ouais, c'est relevant. Mais oui, absolument, il va être à moins d'une catastrophe, là, ou d'une blessure. Félix, à moins d'une catastrophe forte. Mais non, mais je veux dire, sérieux, il faudrait qu'il accorde genre 10 points par match à chacune de ses 8 prochaines sorties, là. Ce qui n'arrivera pas, là. Fait que, oui, Louis Varland, à moins qu'il soit blessé, évidemment. Puis on sait que des fois, il y a des lanceurs qui traînent des petits quelque chose. On préfère ne pas y aller, ou du moins ne pas lancer. Des fois, on va au match, mais on préfère ne pas lancer. Mais Louis Varland, absolument, mérite d'y être et va y être. Ce serait-tu pas le plus gros fuck you au pur et dur, aux partisans pur et dur du baseball majeur, en disant « Hey, sais-tu quoi? On va envoyer un opener au match des étoiles. » Non. Imagine! Déjà que les partants ont juste une manche dans le meilleur des mondes. Là. Ce commence avec opener. Non, tu peux pas faire ça. Mais t'imagines-tu? En tout cas, j'espère pour Christopher Sanchez qui est pas super salté par rapport au match des étoiles parce que on se souviendra qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière. Christopher Sanchez qui était supposé, qui aurait dû être sur l'équipe partante, ou du moins pas lanceur partant, mais au moins sur l'équipe de la nationale l'année passée. Qu'est-ce que ça a fait? C'est fait tasser par Jacob Mizurowski qui avait lancé 25 manches en carrière. C'était vraiment son match des étoiles. Et là, Christopher Sanchez qui arrive avec une meilleure encore saison, puis sais-tu quoi? Non, Jacob Mizurowski va t'enlever ton poste de starter puis on va te donner à lui. J'espère qu'il est pas trop salty sur le match des étoiles. Écoute, l'an passé, je peux comprendre s'il était fâché parce que Sanchez avait vraiment une bonne saison. Puis Mizurowski, tu sais, il était commencé, tu sais, il était arrivé en feu. Mais tu sais, ça se calmait un peu avant le match des étoiles. Puis il commençait à manquer un peu de gaz. Je comprends que la Ligue ait voulu le mettre en marché. Mais tu sais, à la limite, je peux comprendre. Cette année, Mizurowski a objectivement une meilleure saison que Sanchez. Sanchez en a une excellente. Le problème, c'est que Mizurowski en a une encore meilleure. Tu sais, Mizurowski, c'est vendredi, je crois, a accordé 2 points dans un match, en 6 manches, et c'était la première fois depuis le 25 avril, donc il y a près de 2 mois, qu'il accordait plus d'1 point dans un départ. C'est fou, là, c'est complètement fou. Je fais juste te dire que Christopher Sanchez a passé le mois de mai au complet et il n'a donné aucun point mérité durant tout mais c'est ça qui est fou, man, c'est que tu peux pas te tromper avec les deux. Mais je veux dire, il me semble que c'est plus facile d'envoyer le gars qui pousse à 104 pour commencer le match. Mais en même temps, tu peux dire, t'as le gars, le favori de la foule. Ouais, tu vois, dans la nationale, tu peux argumenter. Dans l'américaine, pour moi, il n'y a absolument aucun doute sur le fait que je l'ai. Ouais, mais je pense que tu vas quand avec le gars de la foule. Là. Non, je sais pas. Oh. Je pense que ça va être Mizurowski. On s'en reparlera en temps. Sanchez va lancer la deuxième. On va donner la deuxième à Sanchez. On s'en reparlera en temps et lieu. Absolument. D'ailleurs, samedi, c'était. Si vous n'avez pas vu passer ça dans le monde du baseball, quand même. Soirée assez étrange, mais impressionnante, dans le sens que là, on a sorti là, finalement tout ce qui s'était passé. Là. Mais c'était comme en dedans, finalement, toute la soirée, puis en même temps, dans le temps d'une heure aussi, plein de trucs qui s'est passé. Je veux dire, officiellement, samedi soir, on a eu un cycle. Ouais, un carousel. Un carousel, oui. Un carousel, c'est ça. Un match de 3 coups de circuit. Un match de 3 coups de circuit de Kyle Schwarber. Et ce qui inclut notamment une manche de 2 coups de circuit qu'il a fait. Incluant, d'ailleurs, ces 2 circuits-là, 456 et 457 pieds. Ce gars-là tapé pour 910 pieds de circuit en une manche. Un coup de circuit victorieux. Ouais. Ensuite,
un coup de circuit à l'intérieur du terrain. Ouais. Premier frappeur en plus. Ouais. Un grand chelem. Et une manche de 10 points. Ouais, Bonne soirée. c'était fou. Bonne soirée de baseball. C'était quelque chose. La seule chose dans tout ce que tu as nommé, là, le petit bémol que je mettrais, là, le carrousel de Bryce Harper. Hey, pour vrai, là, l'intercepteur, ok, qui lance au marbre, quand il n'y a pas vraiment de jeu au marbre, pendant que Bryce Harper contourne le 2, et que si l'intercepteur lance au 3, Harper est retiré par au moins 20 pieds. Là. 20 T'sais, sérieux, secondes facile. au moins 20 bons pieds Harper est retiré, et le marqueur d'un match qui est à Philadelphie, un peu généreux, clairement, sorte généreux, c'est dit, oh, regarde, Non, mais écoute, c'est supposé être un double qui a avancé le match. ben, écoute, rien, je pense que le marqueur a quand même fait la bonne décision, mais c'est vrai que t'enlèves tout le contexte là-dessus, l'intercepteur, dans 99% du cas, envoie ça au troisième, il le retire. Non, absolument. Oui. Le marqueur, je suis pas sûr de la décision. L'intercepteur, je suis sûr que c'était la mauvaise décision. Laisse-le. C'est. Puis après ça, le monde ne viendra pas me dire que la fois que Shohei a fait 10 points produits puis 3 circuits, c'était pas intentionnel. Oh. Laisse-le. Oh, là. Laisse-le. Ce qui est fait. Mais oui, non, ça a été toute une soirée. Un samedi soir au parc, comme quand Pop il va voir du baseball majeur, élite. Ouais, du junior élite que je vais voir. J'ai pas été encore depuis un bout, mais il faudrait que j'y aille un moment donné. T'as pas été il y a genre 2 semaines? Ouais, mais pour la job. Mais là, j'y vais plus. Tu sais, j'ai pas été, moi, personnellement, mettons. Prendre une petite poutine là-bas ou à terminer avec une poutine de chez Pauline. Hey! Mais d'ailleurs, c'est-tu au stade qui joue à Jonquière, juste à côté de. L'Arena? Juste à côté de. C'est pas la Saint-Do qu'il y a là à Jonquière? Oui, ben c'est pas totalement à côté, là, mais oui, Ben, t'as le. c'est sur le chemin, c'est sur le chemin. Ah oui, c'est le chemin. Puis là, je vais être extrêmement niche, ok? Là, pour ceux qui connaissent pas le Saguenay et tout ça, tu sais, on parle. Shout-out, la cantine, le petit Saint-Do, ou chez Pauline, pour ceux qui savent en ATM. Mais j'ai recroisé la Pauline en question, je l'ai recroisée il y a quelques semaines, puis elle m'a reconnu. C'est pas, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Disons que j'étais un gars qui mangeait beaucoup le soir. Hein? J'avais faim le soir. Hein? Regarde, après avoir. C'est taxant, hein, regarder une game de baseball, mais bon. Hey, boys, on arrive à la fin de l'émission. Le temps passe vite, hein? Ouais. Mais bon, ça va être l'heure de closer ça. Merci à tous d'avoir écouté cela. Cette dernière heure et demie de jasage de Poutine. On parlait de Call of Duty aussi parce que c'était comme la grosse nouvelle. J'ai complètement oublié qu'on a commencé l'épisode à parler de Black Ops 1. C'était comme ma grosse nouvelle de la semaine. Moi là, tu sais, plus de hockey junior à couvrir. Tu sais, bon, un peu en attente. Bro se prépare à aller en Abitibi, puis sa grosse nouvelle, c'est de parler de Call of Duty. Je respecte totalement ça. Tu sais, préparer des textes pour les jeunes Québécois. À lire d'ailleurs sur le site web du Nord Info cette semaine, si jamais. Mais ouais, non, c'est ça. Ça a été ma grosse nouvelle de la semaine. Mais à suivre quand même. Nous avons le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ce n'est pas rien. On en a parlé pendant genre 35 minutes juste du repêchage. À savoir qui allait où, quoi faire. Canadien, je veux dire, il y a tellement d'histoires à suivre. En plus de ça, 23 et 24, c'est celui de la NBA. Puis ça donne en plus que le 24, c'est la fête nationale. Fait que célébrez donc le 24, célébrez donc le Québec. D'ailleurs, Félix, j'ai pensé à toi cette semaine. Je sais que... Mais je pensais à toi cette semaine parce que... Parce que l'Italie joue pas à la Coupe du Monde? Ah! Surtout soon, quand ça fait 3 non-participations consécutives. Non, mais je pensais à toi parce que j'étais comme, man, il y a 2 ans de ça, la finale de la Coupe était pas encore terminée. Le 21 ou 22, peu importe. Ça finit le 24, puis j'étais comme, hey, ça fait tard. Ouais, j'étais en voyage à ce moment-là, j'étais en Europe, mais oui. Oui, effectivement. Il y a 5 ans, on n'était même pas encore rendu à la finale de la Coupe Stanley à ce temps-ci de l'année. Hein. Ouais, mais ça, c'était particulier. Hey! C'est-tu vrai ou ça ne l'est pas? Hey, le but de Lekonen, ça va faire 5 ans. Le but d'Arthurie Lekonen est assez vieux pour rentrer à la maternelle maintenant. Oh.
Ouf, ça fait mal, ça. Ça vient de frapper comme un train. Hein. Donc, c'est ce qu'il y a à suivre cette semaine. Et bien sûr, je veux dire, la machine à rumeurs va aller comme go. Faites attention à ce que vous lisez, surtout sur Twitter. Attention. Oui. Parce qu'il y en a bien des faussetés qui se disent. Vous savez qui suivre, vous savez à qui faire confiance et d'autres non. Alors, faites attention à ce que vous voyez sur les internets. C'est parfois dangereux. Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook des Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission telle qu'avec le Perron d'Église, comme vous le faites à chaque semaine. Et encore une fois, cette semaine, super réception. D'ailleurs, dans tout l'éventail des réactions était là lors de notre intervention la semaine dernière avec Maxime Truman, où on parlait de Michael Age et d'une possible cassure qu'il pense avoir chez le Canadien. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller écouter cet épisode de la semaine passée disponible. Plateforme de votre choix. Dans notre cas, écoutez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'émission régulière de la Triple Menace, ou s'il y a de quoi qui se passe, restez à l'affût. Anyways, bonne semaine à tous.